Alors, tout d'abord, bonjour et bienvenue. Merci de vous être connectés pour cette présentation. Donc aujourd'hui, comme je l'ai déjà introduit, on va parler, de comment accélérer l'innovation, notamment, avec nos outils, hein, de chez Dassault Systèmes et notamment dans l'industrie, je dirais, de l'industrie high-tech. Donc j'ai traduit haute technologie, mais souvent plutôt l'industrie high-tech, qu'on l'appelle. Donc, on va utiliser une approche chez nous, ce qu'on appelle chez nous, excusez-moi, l'approche mode SIM, qui veut dire modélisation et simulation. Avant de vraiment commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Eric Chastenet. Je travaille chez Dassault Systèmes depuis un peu plus de 5 ans et je suis consultant sur la partie simulation. Alors, dans un premier temps, on va faire une introduction un petit peu sur l'industrie high-tech. Alors, quels sont, on va dire, les grands moteurs d'activité? Donc, chez nous, chez Dassault Systèmes, on en a identifié quatre. Donc, le premier, bien entendu, quand on parle de high-tech, c'est souvent tout ce qui va être lié à l'innovation, à la nouvelle technologie. Aujourd'hui, il y a un grand sujet qui est, par exemple, l'intelligence artificielle. J'en profite. Aujourd'hui, je ne vais pas parler vraiment d'intelligence artificielle, mais à la fin, je, 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 je vous présenterai un lien, une invitation pour un prochain webinaire qui sera d'ailleurs sur ce sujet-là. Il y a un autre moteur d'activité qui est apparu, je veux dire, il y a une dizaine d'années, qui est, je dirais, la partie éco-conception, durabilité. Alors, durabilité, on peut le voir de plusieurs façons. Aujourd'hui, on le voit beaucoup sur la partie éco-conception. Également, le fait que si ça doit être assez robuste, ça doit durer longtemps. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter un équipement pour qu'au bout de 2 ans, il ne fonctionne plus. Donc, il y a aussi cette partie-là. Quand on parle de high-tech, il y a beaucoup souvent de composants électroniques. On parle aussi de connexion. Et donc, du coup, il va y avoir des normes à respecter pour éviter d'avoir des problèmes au niveau, par exemple, de la santé humaine. Donc, ça, c'est un aspect qui est extrêmement important dans l'industrie high-tech parce que si on se rend compte que un équipement qui a été fait ne passe pas les normes, on doit le retirer de la vente, on doit le retirer du marché. Et donc, ça peut avoir des coûts vraiment considérables pour la société qui produit cet équipement. Et enfin, il y a la partie infrastructure numérique. Alors ça, c'est important parce que j'ai parlé justement d'objets connectés, par exemple, dans l'industrie high-tech. On va pas inventer un nouveau type de connexion à chaque fois. Souvent, on va réutiliser les mêmes. Il faut que ce soit compatible avec l'infrastructure numérique, qui est par exemple le Bluetooth, le Wi-Fi. Il faut que ces nouveaux objets connectés soient compatibles avec ce type de connexion-là. Alors, les défis qu'on va avoir dans ces industries, on en a identifié aussi principalement 6. Donc le premier, c'est quand on fait un équipement high-tech, si possible, il faut qu'il dure dans le temps. Donc durer, ça veut dire qu'il soit assez robuste. Alors robuste, ça peut être d'un point de vue mécanique, mais ça peut aussi être un point de vue thermique, par exemple. Il faut pas que, parce que si les composants électroniques chauffent trop, au bout d'un moment, ils vont durer moins longtemps et on va avoir des problèmes au niveau des composants électroniques. Donc ça doit être quelque chose qui doit être pris en compte lors de la conception. Il y a aussi quelque chose qu'on remarque beaucoup, c'est qu'on va avoir le produit en tant que service, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de services sur des produits high-tech, par exemple des abonnements qui vont permettre une maintenance. Même c'est ce qu'on voit aussi de plus en plus hein, sur l'achat d'une voiture. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de leasing. En fait, c'est du coup on vend la voiture comme un service et plus seulement comme un produit. L'aspect connectivité est extrêmement important, comme j'ai déjà mentionné. Il faut s'adapter aux standards gérés de l'industrie. Donc, il y en a plusieurs, notamment pour les objets connectés. Il va y avoir principalement la partie Bluetooth et Wi-Fi, mais il peut y en avoir d'autres, hein, notamment, par exemple, si on fait des téléphones, il va y avoir les différents types de réseaux auxquels on va pouvoir s'adapter. Aussi pour la partie recharge, typiquement. Euh, Quelque chose qui est commun, je dirais, à quasiment toutes les industries, c'est aussi l'accélération de la mise sur le marché au niveau de la phase de développement, de la phase de préconception, développement et mise sur le marché. Donc cette période-là, de manière générale, est de plus en plus courte. Si on prend par exemple les téléphones, on a souvent des phases de développement qui sont à peu près chaque année. On a des nouvelles gammes, des nouvelles familles chaque année de téléphones, des nouvelles séries. Donc ça, il faut aussi s'adapter à je dirais, cette réduction de temps de développement afin de rester compétitif. La partie fiabilité, donc ça on l'a dit avec des dispositifs plus sûrs, mais également durabilité.
Il existe de plus en plus de solutions pour faire ce qu'on appelle de l'éco-conception. D'ailleurs, je veux bien vous renvoyer à un webinar qu'on a déjà fait sur ce sujet en mai, il me semble, que vous pouvez visionner sur la chaîne YouTube où on parle justement de nos solutions d'éco-conception. Et enfin, quelque chose d'extrêmement important quand on a des objets sans fil, c'est la partie autonomie. Que ce soit de la voiture ou le téléphone, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. Donc ça, sur la partie autonomie, il va y avoir deux choses. Déjà, vraiment la durée, la puissance de la batterie. Également, le fait que la batterie, elle puisse durer plusieurs années, dans le sens où elle peut aussi maintenir ses cycles de recharge. Et pour ça, il faut notamment, par exemple, s'assurer d'avoir une bonne gestion thermique pour éviter des montées en température trop importantes, ce qui pourrait dégrader les cellules. Alors, afin d'illustrer un petit peu tout ce que j'ai déjà introduit, on va utiliser ce dispositif-là. Ce dispositif, c'est quoi? C'est une enceinte projecteur connectée. Donc, c'est quelque chose que nous avons que nous avons entièrement développé avec nos outils chez Dassault Systèmes. C'est une enceinte numérique dans le sens virtuel. Euh, alors, on l'a produit une fois, un exemplaire, c'est pas un modèle en série, mais c'est pas quelque chose que vous retrouverez sur le marché. Mais c'est vraiment quelque chose, voilà, qu'on a développé de A à Z entièrement avec nos outils pour essayer de vraiment de mieux comprendre déjà les besoins des concepteurs et surtout de pouvoir avoir un support qui soit assez réaliste pour ces présentations-là. Donc, cette enceinte, elle va être composée déjà d'un projecteur, d'un châssis, la structure, va y avoir donc plusieurs enceintes, plusieurs boomers, woofers, des batteries, bien entendu. Alors ça, souvent, c'est des batteries qu'on a dans le commerce. On va pas souvent les constructeurs ne conçoivent pas leurs batteries, à moins que ce soit des concepteurs de batteries, mais sinon, c'est des batteries du commerce et notamment la fameuse carte électronique qui va gérer un peu tout ce qui va être déjà la partie puissance de batterie, mais également toute la partie projection. Et aussi, il va y avoir quelque chose d'extrêmement important, j'ai oublié de le mettre là, il va y avoir la partie connexion. Donc cette enceinte-là, on va vouloir la connecter sur le réseau Bluetooth. Sur cette enceinte-là, on va vous présenter plusieurs types de simulations, plusieurs demandes qu'on peut avoir. Donc la première demande, ça va être sur la partie connexion. La deuxième partie, ça va être sur la partie gestion thermique. La troisième partie, ça va être plutôt de la partie structurelle, de la mécanique. On va s'assurer de la rigidité, de la solidité de l'assemblage au complet. Et enfin, on va aborder le terme de la fabrication avec encore un autre type de simulation. On va parler de ces pièces, de la coque avant et de la coque arrière qui sont faites par injection plastique. Donc ça me permet d'introduire, on va dire, la deuxième partie de cette présentation qui va être la partie, je dirais, un peu la plus conséquente. C'est là où on va passer un peu plus de temps, où on va aborder un peu plus en détail chacune de ces catégories. Donc la première partie cette grande partie, je dirais, ça va être la partie intelligent et connecté. Donc là, on va essayer d'aborder trois thèmes. La partie placement d'antenne. Ensuite, on parlera d'intégrité de signal. Et enfin, de compliance de normes EMI, EMC. Alors, lorsqu'on conçoit un objet connecté, ce qui est important, très important, pour pouvoir le connecter, ça va être de pouvoir placer des antennes, de pouvoir utiliser des antennes et les placer. Donc, il faut savoir que le placement d'antenne, c'est extrêmement important. Peut-être que vous vous rappelez l'histoire avec l'iPhone 12, non, c'était même pas l'iPhone, c'était un autre iPhone, je ne sais plus c'était quelle version. En fait, l'antenne avait été placée juste derrière la main. Et le problème, c'est que quand on l'avait proche de l'oreille avec la main, du coup, il y avait une forte baisse je dirais, de la puissance de l'antenne, parce qu'au final, l'antenne avait été mal placée. Donc, le placement d'antenne, c'est quelque chose qui est réellement crucial sur un objet connecté. Il faut savoir, par exemple, en plus, sur un téléphone, on n'a pas une antenne, mais il peut y en avoir plus d'une dizaine, parce qu'il va y avoir différents réseaux. Il va y avoir pour le Bluetooth, il va y avoir pour le Wi-Fi, il va y avoir pour le GPRS, tous les différents types de réseaux. Donc, à chaque fois, c'est un réseau différent, ça va être une, voire plusieurs antennes différentes. Donc, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'antennes, et ça peut aussi créer des interférences entre elles. Donc, on a besoin de pouvoir simuler ça, de pouvoir essayer d'anticiper des problèmes qu'on pourrait avoir avec des problèmes d'interférence, des problèmes de localisation d'antenne, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir un peu dans cette partie-là. Donc là, notamment, ce qu'on regarde, ça va être par exemple le S-paraméteur, une notion extrêmement importante quand on fait du champ magnétique, la propagation du champ magnétique.
Et aussi quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'on a dit que c'est une enceinte qui va être connectée via Bluetooth, c'est d'essayer de respecter cette fréquence centrale, c'est-à-dire là, on va avoir le maximum, ou je dirais plutôt le minimum du S-parameter, parce que c'est une valeur négative, c'est le 2,45 GHz. Il faudra bien être centré là-dessus, parce que c'est là où on doit avoir les performances optimales de l'antenne pour utiliser du Bluetooth. Et enfin, on va essayer de réduire donc, tout ce qui va être le blocage du champ électromagnétique, donc c'est-à-dire trouver le placement optimal sur le device pour réduire je dirais le phénomène, par exemple, de cache paredée. Donc pour ça, on va faire une simulation, et dans cette simulation, on va avoir 5 aspects. On va avoir déjà l'accès au cloud, l'intégration SolidWorks, la technologie CST, la mise à jour de la CAO et l'aide à la décision. Donc, la première partie que j'aimerais introduire, ça va être l'accès au cloud. Donc, j'ai dit qu'on va faire une simulation électromagnétique. Dans SolidWorks, on n'a pas d'outil de simulation électromagnétique. Euh, donc, du coup, on va utiliser un autre outil. Là, ce qu'on va faire dans un premier temps dans SolidWorks, c'est on va aller chercher une antenne. On va aller chercher une antenne pour pouvoir la placer. Et dans cette version de SolidWorks, qui est SolidWorks Connecté, c'est un SolidWorks qui est connecté à une plateforme cloud. Et sur cette plateforme cloud, on peut héberger beaucoup de données. Donc, par exemple, si dans votre société, vous avez plein d'antennes, une librairie de plein d'antennes, vous la mettez donc sur cette plateforme cloud et vous allez pouvoir accéder directement à cette donnée, aller le chercher dans la plateforme rapidement, l'insérer dans votre assemblage et sauvegarder votre modèle aussi, tout ça sur la plateforme, ce qui permet de pouvoir gérer votre donnée pour qu'elle soit centralisée à un endroit et que chaque personne de votre société puisse la réutiliser. Alors bien sûr, hein, c'est une plateforme avec des accès extrêmement sécurisés. Le deuxième point qui est important, si vous avez vu, là on était sur placer l'antenne dans SolidWorks. Il y a une intégration entre SolidWorks et la plateforme. C'est-à-dire que SolidWorks aujourd'hui est totalement connecté avec la plateforme et on a intégré par exemple c'est ce qu'on peut voir, le petit bandeau sur la droite, ce bandeau qui permet directement de naviguer sur la plateforme, si possible, ouvrir des applications de la plateforme directement à partir de l'interface de SolidWorks. Donc on a vraiment une intégration et une connexion forte entre notre SolidWorks conventionnel et cette plateforme 3D Experience. C'est vraiment une connexion qui est très très forte. Donc une fois qu'on a mis à jour notre assemblage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller commencer à faire la mise en données de la simulation électromagnétique. Donc là, vous voyez, c'est une nouvelle interface avec le bandeau bleu tout là-haut. Donc cet outil s'appelle CST. CST, c'est le logiciel de simulation électromagnétique que nous avons chez Dassault Systèmes. Donc c'est un CST qui est également connecté, c'est un logiciel qui est également connecté à la plateforme 3D Experience. CST, c'est vraiment une technologie qui est extrêmement robuste, qui est extrêmement connue dans le monde, je dirais, de la simulation électromagnétique. C'est un peu l'équivalent du Abacus pour la partie structurelle. J'en parlerai d'ailleurs après de la partie Abacus. Donc, dans ce logiciel, donc c'est un logiciel de simulation. Donc, je dirais les grandes étapes majeures d'une simulation sont à peu près similaires à tous les types de simulation. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va aller définir des matériaux. Ensuite, on va aller définir des conditions limites. Donc là, par exemple, sur l'antenne, on va aller définir une excitation sur l'antenne, c'est-à-dire un signal qu'on va aller envoyer. Une fois qu'on a fait les matériaux et les conditions limites, ensuite, on va aller, par exemple, choisir un type de résolution. Est-ce que ça va être une étude qu'on va faire dans le domaine fréquentiel? Est-ce que ça va être une étude qu'on va faire? Donc ça, c'est différents types de solvers qui sont liés, différents types d'études qui sont liées vraiment aux ondes électromagnétiques. Et enfin, la dernière partie, juste avant de lancer la simulation, ça va être de lancer un maillage. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer la simulation. Comme j'ai dit, il y a une connectivité forte entre l'outil de simulation électromagnétique et SolidWorks. Quand je dis une connectivité forte, donc ça veut dire qu'on peut très bien aller chercher un assemblage qui est déjà stocké sur la plateforme. On peut très bien ouvrir l'outil de simulation à partir de SolidWorks. Mais ça veut dire aussi que si on modifie la géométrie originale de SolidWorks, on peut le répercuter automatiquement sur l'outil de simulation. Garder cette connexion. Donc ça, c'est extrêmement important. Par exemple, vous êtes en train de mettre en place
votre simulation. Puis quelqu'un du département de la conception, finalement, apporte une modification, que ce soit à l'antenne. Donc là, dans ce cas-là, on va, je dirais, modifier l'emplacement de l'antenne. Mais ça pourrait être aussi une modification sur une autre pièce, peut-être sur le châssis. On va faire des perçages en plus, je sais pas, on va décaler la batterie. Ben, c'est pas un problème. Il peut faire ça en même temps. Et vous pouvez retourner dans votre interface et juste dites mettre à jour le modèle avec la version la plus récente, je dirais, de votre assemblage, et tout va se mettre à jour. Et bien sûr, après, s'il faut refaire tourner le calcul, on peut refaire tourner le calcul. Donc là, on a mis à jour notre géométrie et on va faire tourner notre calcul. Donc là, je vais me permettre de faire pause ici. Hop. Là, vous voyez, donc on a deux graphiques, un à gauche, un à droite. Celui à gauche, c'est celui avec le premier design, donc avec le premier emplacement. Il faut savoir qu'on a également un design un peu différent d'antenne. Et à droite, ça va être un deuxième emplacement d'antenne avec une propagation un peu différente. D'ailleurs, on voit qu'à gauche, on a quand même beaucoup plus de bleu au niveau des émissions d'ondes électromagnétiques, alors qu'à droite, on a quand même beaucoup plus, je dirais, coloré. Euh, et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est voir le pic. Où est-ce qu'il est centré? Là, on voit que le pic, il est à 2,45 GHz. Ça nous arrange parce que c'est ce qu'on veut. Au niveau de la bande Bluetooth, il faut qu'on ait un pic à 2,45. Alors que dans notre première version d'antenne et de placement d'antenne, on avait un pic qui était plutôt à 2,2 GHz. Donc clairement, ça veut dire qu'à 2,45, ici, on voit que le S-paramètre, il est, il est à peine de moins 1, moins 2, ce qui n'est pas du tout efficace. On voit ici d'ailleurs, le S-paramètre, ici, il est à moins 1,26. C'est absolument pas efficace pour une antenne, pour faire de l'émission sur la partie Bluetooth. Donc là, en modifiant l'antenne et en modifiant l'emplacement de l'antenne, on voit qu'on a réussi à obtenir un paramètre qui est de moins 26, donc qui est clairement inférieur à moins 10, ce qui veut dire qu'on a des performances qui sont tout à fait intéressantes pour pouvoir faire de l'émission sur la bande Bluetooth. Donc voilà un type de simulation électromagnétique qu'on peut faire. Donc, tout ce qui va être lié, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est lié aux antennes, c'est de l'électromagnétisme. Le placement d'antenne, et qu'est-ce qui se passe si je place une antenne Wi-Fi qui est à côté? Est-ce qu'il va y avoir des interférences? Ça, c'est également des choses que je peux simuler. Donc, ce qu'on a vu là, c'est que on peut avoir SolidWorks qui est connecté avec la plateforme 3D Experience, qui nous donne plusieurs choses. Le fait de pouvoir, par exemple, avoir une librairie d'antennes stockée sur le cloud, facilement l'intégrer dans notre assemblage SolidWorks, qu'on accède directement à l'outil de simulation directement à partir de l'interface SolidWorks, qu'on a cette forte connectivité entre SolidWorks et la simulation, si on fait un changement de CAO. Et enfin, qu'on a utilisé cet outil donc, qui s'appelle CST, qui permet de faire de la simulation électromagnétique. Donc, je vous propose maintenant qu'on voit un deuxième exemple de simulation électromagnétique que l'on peut faire avec cet outil. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'applications différentes. Là, ce deuxième exemple, on va le faire plutôt sur la partie signal électronique, je dirais même. C'est-à-dire qu'on va avoir donc cette petite carte qui va contrôler soit le projecteur ou soit qui va récupérer la puissance, répartir la puissance et surtout peut-être avec la partie aussi musique. On va avoir donc sur cette carte, ça va être un PCB, on va avoir plusieurs layers et on va vouloir vérifier la qualité de signal quand on envoie un signal à un certain endroit, est-ce qu'il va être beaucoup déformé ou pas. En effet, hein, si on a plein de pistes qui sont juste les unes à côté des autres avec des signaux qui peuvent être assez avec pas mal de puissance à l'intérieur, ça va créer des champs magnétiques et ça peut créer des interférences sur les autres pistes. C'est quelque chose qui peut arriver, hein. Donc souvent, on peut mettre des filtres, des composants, des fils pour essayer de filtrer ça. Mais ouais, des fois, voilà, on n'a pas d'autre choix et on est obligé de faire passer deux signaux, par exemple, de puissance et il faut vérifier que le signal n'est pas trop déformé. Donc pour ça, on peut faire des études avec ce qu'on appelle du diagramme d'œil. En fait, on envoie un signal carré et on voit comment il est répercuté à la fin. Et c'est en gros la différence entre le signal qu'on a émis et le signal qu'on reçoit. On regarde si l'œil, en gros, est plutôt ouvert ou s'il est complètement écrasé, c'est-à-dire que le signal est complètement déformé. Et là, du coup, on va plus pouvoir passer, parce qu'en fait, ce qu'on passe, c'est souvent un 0 ou un 1, hein. C'est un signal carré, c'est un signal binaire. Et si l'œil est trop écrasé, en fait, on va plus arriver à envoyer des signaux de bonne qualité qui vont être bien détectés. Et donc, on va avoir des problèmes dans la transmission de signaux. On peut aussi faire un autre type d'étude, c'est ce qu'on voit sur la partie à droite avec tous ces petits capteurs.
Là, si on va mettre, on va faire notre enceinte en fonctionnement, peut-être à puissance maximum, qui va émettre des ondes. Euh, et on va placer des capteurs un peu partout. C'est chaque point vert, là, ça va être un capteur. Et on va aller essayer de récupérer le champ magnétique. Et ça permet, c'est vraiment des études qu'on doit faire, d'ailleurs des choses qu'on doit même faire en laboratoire. Quand on met le dispositif en fonctionnement, on met plein de sondes et on récupère ce champ magnétique et c'est des normes, c'est des choses qu'on doit respecter. Ça va être vraiment des tests qui sont normalisés. Et si on passe pas ces tests-là, bah, du coup, on peut pas mettre le produit sur le marché. Donc ça, on va pouvoir le faire via la simulation. Donc ça, va y avoir des intérêts qui sont extrêmement qui permettent voilà, d'éviter ou de réduire le nombre de prototypages ou s'assurer que quand on va faire le vrai test, bah, ça va passer. Donc ça, pour faire ce type de simulation, déjà, on va aborder ces quatre points différents. La première, donc on se retrouve dans notre interface de CST. Là, j'aimerais bien mettre le point sur une technologie un peu avancée. Ça va être le maillage. Donc, quand on fait du PCB, on peut avoir donc, des composants qui sont très petits avec des pistes qui sont très petites. Si on maille tout finement, on peut tout capturer. Le problème, c'est que la simulation va être très très lourde. Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est d'avoir un maillage qui soit je dirais, un peu plus smart, un peu plus intelligent et qui va raffiner automatiquement là où il le faut. Et donc là, typiquement, cette technologie, dans CST, on a cette fonctionnalité-là. Donc, automatiquement, on peut générer un maillage fin qui soit vraiment adapté à la taille des pistes pour pouvoir avoir, on peut dire, un maillage optimal, mais avec aussi un nombre de cellules qui soit optimal, qui soit pas trop important afin de réduire les coûts de calcul. Donc ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce genre de technologie-là avec du raffinement automatique. C'est vraiment, quand on fait de la simu, on adore ça. On peut plus s'en passer après. Là, c'est une autre fonctionnalité que j'aimerais bien mettre aussi en avant. Ça va être ce qu'on appelle le port multi-pin. Et en fait, donc, sur ces traces-là, souvent, ce qu'on va voir, ça va être des ports. C'est comme quand on a tout simplement un connecteur, hein. On va avoir plusieurs pins et on va avoir plusieurs signaux qui vont être transmis en même temps. Et on va avoir plusieurs types de signaux. Souvent, ça va être du 0 plus 5 volts ou 0 moins 5 volts. Et là, avec en fait, cette fonctionnalité-là, au lieu de faire une simulation différente à chaque fois qu'on veut avoir un type de signal ou de configuration d'émission de signaux qu'on veut envoyer, en fait, on va dire que c'est un multimode PIN, en fait, un connecteur multimode. Et via une simulation, on va pouvoir simuler automatiquement les différentes configurations, différents modes de signaux qu'on peut envoyer. Donc, ça permet en une seule simulation de faire plein de configurations d'envoi de signaux. Ça, c'est extrêmement important. Pareil, c'est la même chose, hein. Ça permet voilà, de réduire fortement le nombre de simulations qu'il faut faire pour envoyer différentes configurations de signaux. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un type de post-traitement qu'on peut avoir. Là, ça va être un champ électrique. C'est ce que c'est un champ électrique ou un champ? Oui, c'est un champ électrique qu'on va avoir, un champ même d'intensité. On voit, c'est l'ampère par rapport à de la distance. Donc là, ça va être l'ampérage du signal par rapport à qu'on va voir en direct dans les traces. Ça peut être extrêmement intéressant, ce type de post-traitement aussi, quand on fait des applications high voltage, de courant haute intensité. Par exemple, dans les gros transformateurs industriels, des choses comme ça. Ça peut être intéressant de voir le courant, où est-ce qu'il va vraiment dans la partie, par exemple, dans les gros pistes en cuivre. Parce que là, on peut avoir des problèmes, parce que le cuivre, ça vaut cher. Donc, si on peut réduire un peu la taille des connecteurs cuivre, ça peut être au niveau de la production des gains qui peuvent être considérables. Parce que voilà, le cuivre, c'est un matériau qui est extrêmement cher, qui est de plus en plus cher et de plus en plus demandé. Donc, ça permet voilà, d'essayer je dirais, de bien concevoir les pistes de cuivre en fonction des besoins d'intensité. Quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est, alors j'ai déjà dit que nos solutions étaient connectées sur le cloud. On avait cette plateforme là qui permet de stocker de la donnée sur le cloud. On pouvait accéder aux outils de simulation et de SolidWorks via le cloud. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que si on peut utiliser la puissance du cloud pour pouvoir faire des calculs. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que si, comme moi, vous travaillez avec ce webinaire-là, là, aujourd'hui, moi, mon PC, c'est un PC portable. Si je vais faire une simulation, mais il est quand même pas mal mon PC portable, mais si je vais faire vraiment une simulation très, très lourde, très grosse, je vais avoir des limitations en termes de puissance de calcul. Bah, si vous avez des besoins ponctuels, vous avez besoin de vraiment de puissance additionnelle, et ben avec ça, avec ce type de solution,
vous pouvez lancer le calcul directement sur le cloud, ce qu'on appelle du cloud computing, dans le jargon de la simulation. Et c'est inclus dans nos solutions de simulation. Et d'autant plus sur certains types de simulations qu'on a en électromagnétisme, en plus de pouvoir bénéficier du cloud computing, vous pouvez également bénéficier de la technologie GPU. Il faut savoir que ça aussi, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Alors, le GPU, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va être le processeur qui va être sur des cartes graphiques. C'est des processeurs qui ont des architectures, j'ai un petit peu plus différentes, vraiment différentes des architectures des processeurs conventionnels qu'on trouve dans le PC, dans la carte mère. C'est des processeurs qui ont beaucoup plus de corps, des nombres en plusieurs dizaines de milliers de cœurs. Mais c'est une architecture complètement différente. Et là, on va pouvoir utiliser cette technologie-là également pour pouvoir faire du calcul. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Enfin, la dernière notion que j'aimerais vous aborder, c'est la notion de standard, standard de normes. Donc là, typiquement, c'est la simulation où je vais un petit peu trop vite. Je voulais revenir, hop, faire une petite pause. C'était la simulation où il y avait tous les petits points verts autour de l'enceinte connectée. Là, typiquement, en fait, ce sont des. Donc, sur une ligne verticale, vous voyez qu'il y a beaucoup de points. En fait, c'est chacun des points verts qui va donner une valeur différente. Et pour ça, ce sont des pics de fréquence. Et ce qu'on va injecter là maintenant, ça va être les limites des normes à ne pas dépasser. Donc, il faut savoir qu'on a dans ce logiciel déjà toutes ces limites qui sont déjà renseignées. Il suffit juste d'aller la chercher. Et on va pouvoir, comme ça, directement, visuellement, voir si cette enceinte respecte ou ne respecte pas les normes. Donc ça, c'est bien, c'est vraiment très intéressant. Il ne faut pas aller faire un post-traitement, passer par un autre logiciel derrière, chercher sur Internet les valeurs des normes. Non, c'est déjà intégré dans le logiciel. Donc ça, c'est exact, c'est extrêmement intéressant. Donc si on résume ce qu'on a vu là, c'est que on a des technologies euh, en termes de maillage qui sont extrêmement intéressantes, avec ce maillage adaptatif à la géométrie. On a des conditions limites qui peuvent être aussi plein de types, bien sûr, de conditions limites qui sont adaptées à la simulation électrométrique, mais surtout des conditions également limites qui sont intelligentes, qui permettent de faire en une seule simulation plusieurs scénarios d'envoi de signaux. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On va avoir bien sûr plein de types de post-traitements adaptés à l'électromagnétisme. On peut bénéficier du cloud computing avec la simulation électromagnétique. Et enfin, c'est un logiciel dans lequel on a intégré des normes pour pouvoir justement faire ces études, notamment de ce qu'on appelle des IMA et IMC, pour compatibilité électromagnétique. Donc ça, c'est vraiment un sujet quand on fait de la conception d'objets high-tech. Maintenant, passons à une deuxième problématique quand on développe des objets high-tech, ça va être la partie gestion thermique. Alors, j'ai nommé ça tempéré. Le titre original, c'était super cool, mais je voulais pas mettre super frais. Je trouvais que tempéré, c'était un peu plus représentatif de ce que réellement on recherche quand on fait de la gestion thermique. Pourquoi tempérer? Parce que de toute façon, un dispositif électrique, c'est jamais froid, hein, à moins que si vous travaillez en Alaska, peut-être. Mais sinon, c'est jamais froid, c'est toujours chaud. Mais par contre, il faut s'assurer à ne pas dépasser, excusez-moi, je suis allé trop vite, à ne pas dépasser une température qui est assez critique. Et souvent, cette température critique, quand on fait de l'électronique, c'est 80 degrés. 80 degrés, j'irais dans le public. Quand on fait du militaire, on a des composants électroniques qui peuvent aller un peu plus parce qu'on a une sélection un peu plus forte sur le choix des composants. Mais quand on fait du grand public, souvent, la 80 degrés, il ne faut pas aller au-dessus au niveau de la température composant parce que sinon, on va dégrader le composant. Donc pour ça, il faut absolument mettre en place, faire de la gestion thermique, savoir où vont les flux thermiques, comment évacuer la chaleur. Surtout, vous savez que les composants sont certes de plus en plus puissants, mais ils sont aussi de plus en plus petits. Et ça, c'est pas très bon quand on fait de la gestion thermique. Et il faut arriver à évacuer cette puissance qui devient de plus en plus importante sur des plus petites surfaces. Donc, il faut trouver des moyens de plus en plus efficaces d'évacuer la chaleur. Donc là, typiquement, pour ce projecteur, on va avoir la partie LED qui peut générer de la chaleur et toute la partie électronique et également aussi la partie des batteries. Et sur la carte électronique, on va avoir aussi plein de composants électroniques. Certains peuvent émettre de la chaleur. Des fois, on en a qui en capture. On peut avoir des effets, je ne sais plus comment on appelle ça, ces effets inverses de piézoélectrique là, ou qui
qui vont capter qui vont justement créer du froid. Bon, on peut avoir plein de composants différents qui vont générer plus ou moins de chaleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une simulation thermique, fluidique et thermique, parce qu'il y a de l'air, tout ça. C'est principalement l'air souvent qui va refroidir. Donc, on va faire une simulation fluidique et thermique. Donc, on va aborder sur cette simulation ces 5 points-là qui sont la partie composants électroniques, partie encore maillage. Le maillage, on en parle à chaque fois. Quand on fait de la simu, il y a du maillage. L'intégration SolidWorks, toujours important. Cloud computing et encore de l'aide à la décision. Donc, sur la partie composants électroniques, comme je dis, quand on travaille sur des PCB, il y a des composants électroniques. Composants électroniques, c'est souvent des petites géométries toutes fines. Il peut y avoir des petites pattes. Si on doit mailler ça, ça, ça peut être lourd. Quand je dis lourd, ça peut être, il faut avoir un maillage très très fin pour pouvoir aller bien capturer la forme de la patte. C'est pas obligatoirement intéressant. Quand on fait de la gestion thermique, ce qu'on veut, c'est principalement avoir le volume et un volume global équivalent. Donc, ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on va simplifier en fait la géométrie des composants par des géométries simplifiées. Donc, si je prends une résistance tout simplement, ou une capacité, on va simplifier ça par tout simplement un gros cylindre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer des propriétés équivalentes. Ça va avoir à peu près cette densité, cette conductivité thermique, cette capacité calorifique. Ça peut émettre 3 watts. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser quand on fait de la simulation thermique. Donc, on a ces outils-là, justement, avec cet outil de simulation numérique, on a cette possibilité-là de simplifier, d'avoir ces versions simplifiées de composants qui va permettre justement de simplifier la géométrie du modèle. C'est un peu la même chose aussi avec le PCB, avec la carte, la carte qui accueille les composants. Il faut savoir qu'il y a plein de couches de cuivre il y en a plus ou moins. Et donc, du coup, on va avoir des propriétés thermiques, ce qu'on appelle orthotropiques, qui vont être différentes en fonction de la direction. Par exemple, dans la partie normale, l'épaisseur du PCB, on va avoir une propriété qui est vraiment différente comparée aux propriétés tangentielles, où là, on va avoir vraiment les plaques de cuivre, et du coup, la température va plus se répandre de façon tangentielle que de façon normale. Donc ça, c'est des choses qu'on peut facilement simplifier via, par exemple, des propriétés orthotropiques de lambda. Donc c'est des modèles qui vont nous permettre de simplifier la mise en données de la simulation. Deuxième point que je vais aborder, c'est extrêmement important. Quand on fait de la simulation fluidique, ce qui nous intéresse, c'est le domaine fluide. Mais quand on travaille avec un département de conception, on n'a jamais de domaine fluide. Ce qu'on a, c'est qu'il nous envoie la pièce solide. Nous, ce qui nous intéresse, en gros, c'est l'inverse. C'est ce qu'on appelle le booléen. Alors, si on a un assemblage qui est pas trop imposant et que tout a été fait parfaitement, on peut arriver au niveau de la géométrie des fois à faire ce qu'on appelle une opération booléenne de type soustraction pour extraire ce volume fluide. Mais ça, dès qu'on travaille sur un assemblage qui est un petit peu complexe, d'une façon un peu plus industrielle, on peut avoir des intersections, des interférences entre les différents composants. En fait, c'est impossible à extraire de façon booléenne. Donc pour ça, il faut des technologies qui permettent d'automatiquement extraire la veine fluide. Et donc là, typiquement, avec la solution qu'on a, on peut automatiquement extraire un volume fluide. Il n'y a pas besoin de faire d'opération. S'il y a des petites fuites, si le domaine n'est pas complètement watertight, c'est pas un problème. Et après, on peut juste localiser des phases d'entrée, des phases de sortie. Mais si dans le domaine, il y a des petites fuites, c'est pas un problème. Il va aller simplifier et il va arriver à extraire une veine fluide. Donc, il faut savoir que ça, quand on travaille sur des assemblages qui sont imposants, c'est une opération qui peut prendre énormément de temps. La préparation de la partie géométrie pour pouvoir extraire une domaine fluide, ça peut aller jusqu'à 90 voire 95% du temps de préparation d'une simulation sur certains modèles compliqués. Moi, je sais que j'ai déjà travaillé dans le passé sur des simulations où je mettais 2 semaines juste pour pouvoir générer un maillage. Là, c'est fait en quelques clics. Donc, ça peut être, sur certains cas, un gain énorme en temps de préparation. Ensuite, ce qui va être important, ça va être de pouvoir garder encore cette connexion, cette intégration avec SolidWorks. Comme je l'ai dit, là, ce qu'on avait vu, l'interface de la simulation, c'est l'interface de la plateforme 3D Experience, donc qui est hébergée sur le cloud. Comme je dis, on a toujours cette intégration, cette connexion forte avec SolidWorks. Donc, si on fait une modification sur la carte,
Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va rajouter, par exemple, un composant. On va rajouter un ventilateur sur notre carte pour essayer d'améliorer, bien entendu, les performances de refroidissement, de gestion thermique. On peut directement mettre à jour la simulation. Donc, on va faire ce qu'on appelle un global refresh, un rafraîchissement global de l'assemblage. Et on va pouvoir retourner le calcul, tout en conservant l'ancien modèle, sans effacer l'ancien, que ce soit l'ancien assemblage. Et après, on a plein de façons de faire ça avec des révisions, ou tout juste en gardant les anciens résultats de simulation. Et ça va nous permettre de pouvoir ensuite les comparer facilement. Donc, comme je dis, ces plateformes, donc là, c'est l'interface que vous voyez là, la plateforme 3D Experience qui permet de lancer ce calcul-là. C'est hébergé sur le cloud. Donc, encore une fois, même pour la simulation fluidique, on l'a déjà vu pour la simulation électromagnétique, mais même pour la simulation fluidique, on va pouvoir lancer le calcul sur le cloud. Et ça vient, par défaut, ça vient déjà avec, pour la partie fluidique, jusqu'à 16 cœurs qu'on peut lancer sur le cloud. Donc ça, c'est intéressant. Faut savoir qu'en plus, les processeurs qui sont utilisés pour le cloud, c'est quand même des processeurs spécialisés pour le calcul. Donc, c'est pas voilà, c'est des processeurs qui sont quand même ultra performants. Et on peut aller jusqu'à 144 cœurs. Avec un système de jetons et de crédits, on peut aller, pour des besoins ponctuels, jusqu'à 144 cœurs. Et enfin, une fois qu'on a fait tourner notre calcul, bien sûr, on va devoir aller analyser. Donc, on a tous les outils de post-traitement qui permettent de faire ça. On va pouvoir voir la température, on va pouvoir lancer des lignes de courant pour voir où est-ce qu'il va le flux. On peut faire des plans de coupe, on peut isoler la température sur un composant. Voilà, tous les types de post-traitement sont possibles. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, comme je dis, on peut conserver les anciens résultats et directement faire une comparaison des résultats l'un avec l'autre. L'ancien design, là, donc là, on voit typiquement à gauche, on n'avait pas le ventilateur. À droite, on a rajouté le ventilateur. Alors, vous voyez là, le dissipateur, c'est un gros bloc, mais en réalité, c'est un modèle de composant, c'est-à-dire que c'est un milieu poreux. Il y a de l'air qui peut passer. C'est qu'on a simplifié le dissipateur qui a des ailettes avec ce bloc qui a une certaine porosité et ça reproduit les effets d'un dissipateur. Donc, si on résume ce qu'on a vu sur la partie simulation fluidique, on a vu qu'on a un modèle de composants électroniques qui permet de simplifier le modèle. On a ce maillage, cette extraction de veine fluide qui est extrêmement intéressant quand on a des assemblages qui sont complexes. On a toujours cette intégration avec SolidWorks. On peut bénéficier du cloud computing. Et enfin, on a des outils de post-traitement qui notamment permettent de faire de la comparaison, ce qui permet d'être assez efficace dans la prise de décision pour évaluer quelle est la meilleure conception. La troisième partie le troisième type de simulation qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être plutôt la partie structurelle. Donc, quand on fait la conception d'un équipement high-tech, ce qu'il faut s'assurer, bien entendu, c'est qu'il soit assez robuste. Typiquement, si on prend le téléphone, bon, je sais qu'on fait tous tomber presque au moins une fois par semaine par terre. Voilà, il n'est pas fait pour tomber, mais ça résiste. Donc ça, typiquement, c'est un type de simulation qu'on peut faire. Aussi, il y a un autre type de simulation, juste par exemple, si on fait des efforts comme ça, ou de flexion, en fait, c'est typiquement quand on le met dans la poche et qu'on marche, on va faire sans s'en rendre compte des efforts de flexion sur le châssis. Ou quand on s'assoit, hein, si on a mis le téléphone au niveau de la poche arrière et qu'on s'assoit dans la voiture, typiquement, ça fait un effort de flexion. Euh, Il y a un test qui est très connu, qui est très utilisé dans l'industrie, qui va être le test de flexion. Alors, il peut être en 3 points, il peut être en 4 points. Donc là, on va faire un test de flexion 3 points. 3 points pourquoi? Parce qu'on a 2 points en bas, un point en haut qui va appuyer. Voilà. Le 4 points, c'est la même chose, sauf qu'on a 2 points en bas et deux rouleaux en haut qui vont appuyer. Sinon, c'est le même type de test. Et donc, on va faire dans un premier temps un test de flexion sur le châssis pour voir la rigidité. Et ensuite, dans un second temps, on va faire une simulation, on va faire tomber l'assemblage global. Donc, dans la première simulation, sur le test de flexion, on va aborder ces 4 points. Le panneau assistant, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé de ça. Le contact général, la partie changement de matériaux et encore l'aide à la décision. Alors, vous avez vu, c'est la même interface que pour la simulation fluidique. C'est fait exprès, c'est la plateforme. Sur la plateforme, on essaye de mettre un maximum de simulations, mais on a toujours le même type d'interface. Ça permet de gagner
si on doit passer à un type de simulation, de gagner sur l'apprentissage de l'outil, puisque voilà, on retrouvera toujours le même type d'interface. Ce qui est intéressant sur cette partie, je fais un peu trop vite, excusez-moi, hop, je vais relancer la vidéo, c'est qu'on a cet assistant qui est sur la droite. Et il est extrêmement bien fait. Cet assistant, il va accompagner dans la mise en place de la simulation. Donc souvent, quand on fait une simu, on choisit les pièces qu'on veut utiliser dans notre simulation. On va appliquer les matériaux, on applique les conditions limites. Ça va être là où on va tenir la pièce, où est-ce qu'on va mettre les chargements. On génère le maillage. Là, il n'y a même pas de maillage parce qu'en fait, c'est fait automatiquement dans cet outil-là. Il y a un maillage, mais il se génère de façon automatiquement. Sinon, bien sûr le raffiner manuellement, il n'y a pas de problème. Et enfin, lance la simulation. Donc là, il y a cet assistant qui permet vraiment d'accompagner l'utilisateur. Alors, les experts diront, moi, je n'utilise pas d'assistant, ce que je suis habitué à en faire, c'est vrai. Moi, je fais des simulations tous les jours, j'utilise toujours l'assistant. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce que juste le fait d'avoir ce petit système de checkmark, des fois, ça me permet de rouvrir une simulation, de dire, ah bah, où est-ce que j'en suis dans ma simulation? Donc, en fait, je l'utilise toujours, toujours parce que voilà, c'est juste plus pratique. Après, je peux bien entendu utiliser les boutons qui sont en bas pour pouvoir mettre en place ma simulation. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est le contact général. Il faut savoir que le solver qui est derrière ça, c'est Abacus. Donc, pour ceux qui connaissent Abacus, ils savent que c'est la solution de référence en simulation structurelle. Euh, Dans l'industrie, c'est une des, voilà, la plus utilisée sur les applications complexes. Et dans cette technologie-là, dans ce solver-là, on a ce qu'on appelle le contact général. Contact général, ça nous permet en 2 clics de détecter tous les contacts qu'il peut y avoir dans une simulation. Il faut savoir que historiquement, quand on avait des simulations avec vraiment de la simulation de contact, il fallait localiser, pré-localiser, c'est-à-dire sélectionner les endroits potentiels où on peut avoir du contact pour le définir. Pourquoi on faisait ça? Parce que c'est la simulation d'un contact, la réelle simulation d'un contact, c'est quelque chose qui est assez gourmand en puissance de calcul. Donc, on ne pouvait pas se permettre de le faire de façon globale. Là, avec cette technologie-là, avec le contact général, on peut. Voilà. Donc, 2 clics et ça définit tous les contacts dans la simulation. Ça peut être un gain de temps énorme quand on fait notamment des simulations avec beaucoup de contacts qui peuvent intervenir. Ce qui est intéressant quand on fait de la simulation numérique, c'est qu'on peut simuler plein de choses qu'on ne pourrait pas faire en prototypage. Par exemple, si on veut tester 10 matériaux différents, euh, on peut le faire. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on va faire dans ce cas-là. On va tester un type de plastique, on va tester un autre type de polymère et on va aller de façon virtuelle voir quel serait le polymère le plus adapté en fonction de ça. Donc là, on va bien sûr se baser sur principalement des caractéristiques techniques, mécaniques, je dirais. Faut savoir que c'est aussi des types d'études un peu similaires qu'on peut faire quand on fait de l'éco-conception. Par exemple, on choisit un polymère, on en choisit un autre, un qui est produit dans tel pays, l'autre qui est produit dans l'autre pays avec un moyen de production différent, et on peut voir aussi l'impact écologique. C'est aussi une autre chose qu'on peut faire sur une autre solution. Et enfin, une fois qu'on a fait notre calcul, on a toujours ces outils, ce qu'on appelle d'aide à la décision. Donc, vous voyez, on aime beaucoup comparer les deux conceptions entre elles. Il faut savoir que c'est une façon de post-traiter. Si vous faites une étude avec plus, je dirais, de une variable, c'est-à-dire que vous avez fait 10 calculs d'affilée, on a aussi un outil qui nous permet, excusez-moi, de faire des études de conception, choisir le meilleur et avoir tous ces points de conception et choisir la meilleure conception. On a également cette possibilité-là avec nos outils de la plateforme. Donc, si on résume ce qu'on a vu avec ce premier type de simulation, c'est qu'on a ce panneau sur la droite qui permet de facilement mettre en place la simulation. On a le contact général, qui est une technologie extrêmement intéressante chez Abacus. On peut, quand on fait de la simulation, faire plein de choses, tester plein de choses qu'on ne pourrait pas faire quand on fait du prototypage, notamment tester plein de matériaux différents. On peut facilement changer un matériau là, de façon virtuelle, je dirais. Et enfin, cette facilité de post-traitement. Ce qui est vraiment bien d'ailleurs sur la partie post-traitement, c'est avec cet outil-là, quand on lance le calcul, automatiquement, il crée une dizaine de tracés différents. On n'a même pas à créer de tracés, c'est déjà fait. On a juste à juste les afficher, mais tout est déjà fait. Tout le post-traitement est déjà fait. Donc c'est pareil, c'est un gain de temps énorme. Ensuite, on va parler du deuxième exemple où on va faire tomber notre enceinte. Et pour là, on va aborder ces 4 thèmes différents. Vous voyez, on parle encore de cloud computing.
Euh, on peut également faire du cloud computing avec la partie structurelle. On va parler de duplication de maillage, duplication de cas d'analyse. Je vais expliquer pourquoi on note ces deux points en particulier. Et de la partie dynamique explicite. Alors, sur la partie duplication de maillage, donc sur ce test-là, c'est un test où on va tester, on va faire chuter notre enceinte, mais avec plusieurs angles différents. On va la faire chuter à plat, on peut aussi la faire chuter sur cet angle-là, comme ça, comme ça. Et ce qu'on va faire, en fait, on va pas aller dans la géométrie, dans le fichier CAD, juste pour faire un rotate comme ça et hop, relancer le calcul. On pourrait le faire, mais c'est pas efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va modifier l'assemblage, donc on va devoir tout remailler, tout ça, c'est pas efficace. Parce qu'il va détecter qu'il y a un changement d'angle, alors qu'en réalité, la géométrie n'a pas changé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va le mailler une fois et on va juste faire tourner le maillage. On va pas changer l'orientation de la géométrie. On veut pas, de toute façon, c'est pas important. Je veux dire, l'assemblage de l'enceinte reste le même. Donc, on va juste faire une rotation du maillage. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui permet quand même de gagner pas mal de temps. C'est une astuce, je dirais, qui permet de gagner pas mal de temps quand on veut tester plusieurs orientations de chute. Une autre astuce, c'est de pouvoir dupliquer du coup l'analyse. C'est-à-dire, je vais avoir une première analyse où ça va être un angle comme ça, et je vais avoir une deuxième analyse où ça va être comme ça. Donc dans ce cas-là, on va aussi également, de la même manière, dupliquer l'analyse. Comme ça, on va pouvoir conserver l'analyse précédente. On n'est pas obligé d'effacer, mais on va. Et le fait de dupliquer l'analyse, ça veut dire qu'on n'aura pas toute la mise en données à refaire. On va conserver l'assignation des matériaux, on va conserver tous les paramètres de solver qu'on a pu mettre ou de conditions limites, par exemple la hauteur. Quand on fait de la simulation comme ça, on ne va pas simuler toute la chute. Il ne se passe rien quand ça chute. Il y a juste une accélération, il ne se passe rien. Ce qu'on fait, c'est qu'on le met très proche du sol. Et la seule chose qu'on va changer, ça va être la vitesse initiale. Est-ce qu'on va la faire tomber à 1 mètre seconde ou à 5 mètres secondes? Et en fonction de ça, en fait, ça représente si ça tombe de 1 mètre ou de 10 mètres, par exemple. L'autre point qui est important quand on fait ce type de simulation-là, c'est on a besoin d'un solver qui peut faire de l'impact. Donc, normalement, quand on fait de la simulation structurelle, on utilise ce qu'on appelle un solver implicite. C'est-à-dire qu'on doit atteindre un état de convergence pour chaque incrément. Quand on fait de l'explicite, quand on fait du drop test, on a plein de phénomènes très rapides qui peuvent arriver. Et s'il fallait obtenir un état de convergence pour chacun de ces micro pas de temps, en fait, ce serait presque irréalisable parce qu'il faudrait des pas de temps qui seraient microscopiques, qui seraient très petits. Et du coup, le calcul serait extrêmement gourmand, extrêmement long. Donc du coup, il existe une autre approche qui s'appelle l'approche explicite, qui est différente au niveau du solver et qui va permettre de également faire des petits pas de temps, mais de ne pas avoir à atteindre ce critère de convergence parce que en fait, le pas de temps va être fixe et va être fixé par rapport aux matériaux, à la taille des éléments et tout ça, par rapport à sa propre, je dirais, tambouille interne, sa propre cuisine. Et ça permet au final de faire des calculs beaucoup plus rapidement sur ces applications-là et de façon beaucoup plus stable, en fait, beaucoup plus robuste. Donc c'est vraiment ce qui est utilisé je dirais, entre guillemets en standard quand on fait du crash test, quand on fait des tests de chute. On peut l'utiliser aussi quand on a des déformations extrêmes. Par exemple, si j'écrase une canette, c'est des choses que je peux faire avec le solver explicite. Je ne pourrais pas le faire avec l'implicite. Il y a des déformations qui sont trop extrêmes pour avoir un état de convergence suffisant. Donc ça, on peut le faire en explicite. Donc ça, c'est quelque chose qui est rendu possible grâce à Abacus. Encore une fois, je dis, le solver qu'il y a derrière, c'est réellement Abacus. C'est le copier-coller d'Abacus, c'est vraiment Abacus. D'ailleurs, je prends un fichier Abacus, je peux le lancer directement sur ce calcul-là, sur cette plateforme-là. Donc, ça permet d'avoir beaucoup de puissance. Encore une fois, je mentionne encore, c'est une plateforme qui est hébergée sur le cloud. Donc, on peut également, pour la simulation structurelle, bénéficier du cloud computing. Donc, quand on fait ce type de simulation-là, par défaut, on peut aller jusqu'à 8 cœurs en local ou 8 cœurs sur le cloud computing. Et si on a des besoins supérieurs, on peut monter jusqu'à 192 cœurs si on a un système en fait de crédit ou par exemple pour des besoins ponctuels où on peut lancer le calcul
plus rapidement sur plus de cœurs si besoin. Voilà les 4 points qu'on a abordés sur cette deuxième exemple de simulation structurelle. La partie duplication de maillage et duplication de canal. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps dans la mise en données quand on veut juste changer un angle d'impact, par exemple. C'est une façon alternative, je dirais. Il y a plein de façons de faire. Bon, on peut faire en modifiant la géométrie originale, mais juste en modifiant certains des éléments du maillage. La partie simulation explicite dynamique, qui est extrêmement importante parce que c'est le solver Abaqus qui est derrière. Et enfin, que c'est compatible avec le cloud computing. Et maintenant, je vous propose de passer à la dernière partie, je dirais, de la simulation, qui est la partie fabricable. Donc, quand on conçoit des équipements high-tech, souvent, on a beaucoup de pièces plastiques pour la partie coque. Il faut savoir que quand on fait une pièce plastique, souvent ça va être fait par injection plastique, d'un point de vue industriel. Quand il y a un grand volume de pièces, on fait quasiment tout, uniquement par injection plastique. Va y avoir des critères à respecter parce que l'injection plastique, il y a plein de pièces qui sont créées par injection plastique, mais il y a avoir des contraintes qui peuvent être liées aux épaisseurs des matériaux, au type de matériaux, et on peut avoir beaucoup de défauts qui sont liés au phénomène de l'injection plastique. Donc là, le fait de pouvoir faire de la simulation par injection plastique, le but, ça va être d'essayer d'anticiper les défauts qu'on pourrait avoir. Alors, quel type de défaut on va avoir? Là, c'est ce qu'on va voir directement via ces 5 points. Dans un premier temps, on va faire une simulation de remplissage de la cavité du moule avec du plastique. Et ça, ensuite, ça va nous permettre d'identifier, quand ça va refroidir, d'identifier par exemple des rotassures, on va voir ce que c'est, des lignes de soudure, des bulles d'air éventuelles et du gauchissement. Alors, le remplissage, donc la première chose quand on fait une simulation plastique, en fait, c'est comme une simulation fluide, hein. On injecte du plastique, je dirais, fondu. Donc c'est un peu comme un fluide. C'est d'ailleurs un solver en réalité. Ce qu'il y a derrière, c'est un solver fluide, hein. Donc on va injecter notre plastique et ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment le plastique va se répandre dans cette cavité. Le but primaire déjà, pas primaire, le but principal, pas primaire, mais principal, un des objectifs principaux, ça va être de trouver le bon point d'injection. Là, par exemple, ici, on voit qu'on a injecté à partir de la gauche. En réalité, on ne fait jamais ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le plastique, il doit parcourir toute la largeur du truc. Donc, on va avoir une pression d'injection qui va être extrêmement importante. Ce qu'on va préférer, logiquement, c'est plutôt avoir un point d'injection qui est central. Ça, c'est un exemple, hein. D'ailleurs, on a un algorithme là qui permet automatiquement de calculer un, voire 2 ou 3 points d'injection optimum. Donc au début, on peut partir de ça et en fait, automatiquement, il va dire peut-être ce qui va être optimum, ça va être plutôt vers le milieu. C'est ça qu'on va préconiser. Et donc ça permettrait, sur cet exemple-là, je veux dire au pifomètre, mais de réduire par exemple la pression d'injection par 2. Et ça, c'est extrêmement important parce que si on réduit la pression d'injection, ça veut dire qu'on peut mettre une presse à injecter qui est moins coûteuse. Plus la pression est élevée, plus ça coûte cher. Le deuxième point, c'est aussi essayer d'anticiper et d'éviter le phénomène de ce qu'on appelle le short shot, on appelle ça arrêt matière en français. C'est-à-dire que on va injecter le plastique, il va solidifier en même temps, parce qu'il touche les parois, hein, du moule, et hop, il va se figer. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini d'injecter la cavité plastique et ça peut se figer. Donc là, c'est intéressant d'essayer de simuler ce process-là pour essayer d'éviter les risques d'arrêt matière. Dans ce cas-là, un arrêt matière, c'est-à-dire qu'on a une demi-coque, quoi. La coque n'a pas été injectée complètement. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Quand on n'a pas beaucoup d'expérience en injection plastique, c'est des choses qui peuvent arriver. Le deuxième phénomène qu'on va pouvoir essayer d'anticiper, c'est par exemple les rotassures. Alors les rotassures, c'est quand vous avez injecté votre plastique dans votre moule, il va refroidir. Et quand il va refroidir, donc il va se rétracter un petit peu. Et plus il y a un volume important de plastique, plus il y a une épaisseur importante de plastique, plus il va se rétracter. Et le phénomène qu'on va voir, c'est sur toutes les coques plastiques, vous pourrez le voir, euh, vous allez voir des petites déformations sur la surface qui vont correspondre aux endroits où, par exemple, il y a un renfort, comment dire, une arête, un rib, je ne sais plus le mot en français, une nervure.
où là où des fois on va avoir des cylindres pour mettre des vis. Et si on regarde de l'autre côté, des fois on a un petit creux comme ça. Et donc ça, c'est lié au phénomène de ce qu'on appelle les retassures, qui sont liées en fait au refroidissement de la matière qui se rétacte. Donc quand on fait des pièces, je dirais, qui doivent être très belles visuellement, il faut essayer d'anticiper, de minimiser ce phénomène-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut visualiser avec la simulation d'injection plastique. Donc là, c'est ce qu'on voit. Vous voyez où est-ce qu'on a des rips. Typiquement, c'est là où est-ce qu'on a les cylindres, où est-ce qu'on va mettre les vis. C'est clairement lié aux épaisseurs de plastique. Troisième point qui peut être extrêmement important, ça va être la ligne de soudure. Quand le plastique va s'injecter et il va contourner, il va aller de part et d'autre, par exemple, d'un trou. euh, Après, il va y avoir le front de matière qui va se remélanger, ça va créer une ligne de soudure. Ça peut créer déjà des aspects esthétiques, hein. On peut voir ça sur certaines. Si vous avez fait des maquettes, des fois, vous avez déjà peut-être vu ces espèces de changements de couleur après un trou. C'est une ligne de soudure. Le gros problème, alors il y a deux problèmes. Il y en a un qui peut être esthétique, mais surtout le problème le plus important, c'est que à cet endroit-là, en fait, on va avoir une faiblesse au niveau du matériau. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la résistance optimale. Elle peut être dégradée jusqu'à 70% au niveau de la résistance mécanique, cet endroit-là. Donc c'est intéressant d'identifier où est-ce qu'on a des lignes de soudure pour essayer de les mettre, parce que des fois on ne peut pas les éviter, hein. Quand faut contourner un trou, il faut contourner un trou. Il y aura une ligne de soudure à tous les cas. Mais ça va être de pouvoir essayer de les placer à un endroit qui n'est pas critique, par exemple. Donc là, typiquement, si la ligne de soudure elle est à la verticale au milieu ici et qu'on fait un test de flexion, c'est pas terrible. Il faudrait peut-être mieux la mettre sur le côté ici. Voilà. Un autre point qu'on peut essayer d'identifier, par exemple, quand on fait de l'injection plastique, ça va être ce qui est les bulles d'air. Comme c'est une cavité vide, remplie d'air à l'origine, qu'on met du plastique, il va y avoir de l'air qui va devoir s'en aller de la cavité. Alors normalement, l'air, il s'en va au niveau du plan de joint. Parce que vous savez, le moule, c'est fait d'une partie, je dirais, mâle, une partie femelle. Des fois, il y a même plusieurs parties, il y a plus que trois, plus que deux, excuse-moi. Des fois, il peut y en avoir trois, quatre, sur des moules assez complexes. Et donc souvent, l'air, en fait, il s'échappe par ces jonctions. Mais des fois, il y a des endroits où il y a des cavités où il y a pas de jonction. Et donc l'air est coincé. Alors là, le but, ça va être d'essayer d'anticiper ça, éviter ça, parce que le problème, ça peut faire une bulle d'air, tout simplement, un trou dans votre matériau. Ou le deuxième impact qui peut se passer, c'est quand vous allez ouvrir le moule, hop, ça va créer une petite brûlure. Vous avez peut-être déjà vu ça, pareil, si vous faites des maquettes ou si vous avez déjà vu sur les petites pièces, souvent on voit ça sur les pièces plastiques, je dirais de qualité moyenne. On peut voir ces petites traces de brûlure. Alors, c'est pas quelqu'un qui est venu avec un briquet, c'est quand ils sont vers le moule, hop, ça crée une petite flamme comme ça instantanée qui brûle la matière plastique. Donc le but dans ce cas-là, ça va être de les localiser et de mettre dans le moule, de faire des évents, c'est-à-dire faire un perçage avec une petite, comment dire, une sorte de vanne. Et en fait, donc ça va être ouvert quand il y aura de l'air, et dès qu'il va y avoir le plastique qui va arriver, hop, ça, on va le fermer. Voilà, pour essayer d'éviter d'évacuer l'air. Et enfin, la dernière partie, dernier critère qu'on va voir aujourd'hui quand on fait de l'injection plastique. Donc, quand ça va refroidir, ça va se rétracter, mais ça peut également se déformer. Donc là, va y avoir une étude thermomécanique qui va être faite en utilisant encore une fois le solveur d'Abacus, mais qui est intégré dans l'outil de simulation d'injection plastique. Et on va voir comment la pièce se déforme quand elle refroidit. Donc là, typiquement, c'est extrêmement important quand vous faites des pièces. Là, je prends une télécommande, j'ai une télécommande de clim. Il y a une partie mâle, une partie femelle. Si elle commence on appelle ça souvent la banana shape dans le domaine. Si on a des gauchissements qui sont trop importants, bah, vous pourrez tout simplement plus assembler votre pièce. Alors, des fois, le gauchissement, il est là. On peut pas faire autrement. La pièce va se déformer quand on la fait. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que dans le moule, en fait, on fait la déformée inverse du gauchissement. Comme ça, quand la pièce va refroidir, elle va gauchir, mais hop, elle va revenir à un état, je dirais, quasi parfait, quasi, par exemple, quasi plat. Donc ça, c'est quelque chose que c'est souvent qu'on peut faire dans le domaine du moule. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est d'anticiper, d'essayer d'estimer la valeur de la banane, je dirais l'intensité de la banana shape, pour pouvoir appliquer la déformée inverse dans, je dirais, le CAD, dans le modèle CAD qu'on va aller
utilisé pour créer le moule. Ça, c'est quelque chose qui est aussi souvent utilisé chez les moulistes pour faire ça. Donc, ce qu'on a vu là sur la partie injection plastique, au final, c'est qu'il y a plein de contraintes qu'on peut avoir qui sont liées au phénomène de fabrication. Et là, je parle que d'injection plastique, hein. On peut faire également de la simulation pour de l'emboutissage, pour plein d'autres types de moyens de production. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis focalisé sur l'injection plastique. Et vous voyez qu'avec un seul et même outil d'injection plastique, on peut identifier pas mal de défauts potentiels qu'on pourrait avoir au niveau de quand on fabrique une pièce plastique. Donc, si on résume ce qu'on a vu sur la partie, sur les différents types de simulation, on a fait du placement d'antenne, de l'intégrité de signal et de la compatibilité électromagnétique. Donc, ça, c'était avec les solutions de simulation électromagnétique. La simulation thermique, fluidique thermique, la simulation structurelle et également la partie injection plastique. Juste avant de terminer, je vous présente rapidement les outils qu'on a utilisés. Donc, chez Dassault Systèmes, on a cette plateforme 3D Experience. Ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est qu'on peut bénéficier de toutes les technologies qu'on a chez Dassault Systèmes. Si vous connaissez peut-être et certainement SolidWorks, qui est une des marques de Dassault Systèmes, peut-être CATIA aussi, donc les deux permettent de faire de la conception. Mais on a également plein d'autres marques chez Dassault Systèmes. On a Simulia qui s'occupe de tout ce qui va être les produits de simulation. On a du Delmia qui va être sur la partie fabrication, manufacturing, les parcours d'usinage, de la gestion de stock. On va avoir du Enovia, du NetVibes, ce qui va être la gestion de données, du 3D Excite pour du rendu visuel. Et encore, je n'ai pas cité toutes les marques. Et donc cette plateforme-là, elle va permettre aux utilisateurs de SolidWorks de pouvoir accéder en fait à ces différentes technologies via cette plateforme. Donc aujourd'hui, j'ai mis l'accent sur la partie conception, mode, modélisation et simulation pour l'approche mode sim. Donc on peut faire du SolidWorks CATIA, combiner ça avec les technologies de chez Simulia. Et ça nous a permis de faire tous ces types de simulations-là. Donc structure, électromagnétique, injection plastique et thermique ou fluidique thermique, je dirais CFD. Alors, la solution qu'on a utilisée en électromagnetics s'appelle Electromagnetics Engineer Role. En réalité, c'est CST, la techno qui est derrière. Donc un logiciel extrêmement connu dans le domaine de la simulation électromagnétique. Donc, on peut faire du placement d'antenne, on peut faire de l'étude de signal dans un PCB. On peut faire aussi des choses qu'on appelle en basse fréquence. Basse fréquence, c'est quand on va avoir des aimants. Tout ce qui va être avec les moteurs électriques, simuler le champ magnétique, des capteurs à aimants, par exemple les capteurs de podomètre qu'on peut avoir. Tout ce qui est lié aux ondes électromagnétiques. Donc les domaines d'application sont vraiment très vastes. En simulation structurelle, on a utilisé ces deux solutions-là, Structural Designer, Structural Mechanics Engineer. Ce sont deux solutions qui sont basées sur le solver Abaqus. Puis on a, en fonction de celle qu'on choisit, on va avoir plus ou moins d'options. En simulation fluidique, on a utilisé Fluid Dynamics Engineer, qui est une solution de simulation fluidique qui utilise la technologie RANS. RANS, ce qui est le plus utilisé en simulation fluidique industrielle. Donc ça permet de faire de l'écoulement de fluide, de la thermique principalement. Et la solution d'injection plastique s'appelle Plastic Injection Engineer, qui elle, en réalité, derrière, c'est également une solution de simulation fluide en réalité. Alors il n'y a pas de solver, il n'y a pas de turbulence parce que c'est de l'injection plastique. Euh, mais donc c'est le solver qui est utilisé, c'est celui qui est équivalent aussi à SolidWorks Plastics, qui est très utilisé. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec ça, c'est qu'on a une base de données matériaux. Il y a à peu près 5000 matières plastiques différentes qui sont référencées. Et c'est un énorme travail qui est fait par le product management. C'est-à-dire que c'est des partenariats qui sont faits avec les fournisseurs. Donc la qualité des modèles physiques des matières plastiques qui sont utilisées là-dedans, c'est de la très bonne qualité. Donc, au niveau du portfolio, là, je vous montre une vue de tout ce qu'on a en outils de simulation. C'est à peu près ce que je vous ai déjà présenté, sauf sur la partie structurelle, on voit qu'on en a beaucoup plus. Plus on est à gauche, plus on est sur des solutions qui vont être faciles à utiliser pour les applications juste statiques linéaires, par exemple. Plus on va vers la droite, Durability and Mechanics Engineer, qui est le plus avancé, qui va permettre de faire de l'étude d'impact, comme ce qu'on a vu dans le drop test, et également en plus de faire de la fatigue. C'est encore un petit module, un niveau un petit peu au-dessus. Merci beaucoup pour avoir assisté à ce webinaire et puis je vous propose qu'on termine ce webinaire. Et de toute façon, si vous avez d'autres questions supplémentaires qui vous viennent par la suite, vous pouvez toujours nous contacter ou contacter l'équipe marketing et nous, on sera derrière pour pouvoir y répondre. Voilà, bonne journée à vous.